Passeport, ok. Billet d'avion, ok. Carte SIM, ok. Ah, vous êtes là. Vous tombez bien. Car si vous êtes en train de préparer votre futur voyage au Japon, vous êtes au bon endroit. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vous propose un guide pour bien préparer votre voyage. Simple, clair et efficace. En bref, tout ce qu'on aime. Car là, au moment où cette vidéo va sortir, eh bien d'ici quelques semaines, je retourne au Japon pour un voyage de 3 semaines. Et justement, comme j'ai fini de tout préparer, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous proposer un guide pour bien préparer votre voyage. Donc, cette vidéo va être découpée en 4 grandes parties. D'abord, je vous dirai toutes les démarches à faire avant votre départ. Ensuite, je vous parlerai du Visit Japan Web. Et clairement, ce site va vous faire gagner un temps fou lors de votre arrivée à l'aéroport. Puis on verra les choses qu'il faut impérativement emmener dans votre sac. Et enfin, on terminera par les nouvelles mesures que le Japon va mettre en place en 2026. Donc clairement, si vous prévoyez un voyage cette année, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça va vous être utile. Et petite précision, avant de commencer, j'ai déjà sorti une vidéo sur un guide de voyage plus général sur le Japon où je parle des billets d'avion, des transports, des logements et de plein d'autres choses aussi. Je vous l'affiche juste ici. Les infos sont toujours d'actualité. La seule chose qui a changé depuis, c'est la démarche pour la traduction de votre permis. Dans ma vidéo, j'expliquais qu'avec notre permis français, pour pouvoir rouler au Japon, il fallait qu'on se présente directement au bureau de la JAF pour se faire traduire notre permis. Maintenant, on ne peut plus se présenter directement à leur bureau. Il faut se faire traduire le permis directement sur leur site officiel. À part pour ce petit changement de procédure, pour le reste, on est bon. Allez, ceci étant... Mais attendez, vous avez pas oublié un truc ? Regardez bien dans votre sac. Il vous manque rien? Si? Ah, je me disais bien qu'il vous manquait quelque chose. Vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Donc pensez bien à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, car c'est super important pour qu'on fasse grandir la chaîne. Pour vous, ça ne prend qu'une seconde, mais pour moi, c'est un énorme soutien. Donc un grand merci à tous. Et en plus, j'ai pas mal d'idées de vidéos à faire pour ce voyage, ça devrait vous plaire. Et aussi, pensez à me suivre sur Insta et TikTok car je vais faire pas mal de stories et de réels, donc vous pourrez tout voir en direct. Allez, maintenant que tout ça est dit, cette fois c'est pour de vrai, on est parti. Les démarches à faire avant de partir. Bon, commençons par la base, les choses à vérifier avant même de penser à faire votre valise. Première chose, le passeport. Vérifiez bien qu'il soit valide et ça pendant toute la durée de votre séjour. Oui, je sais, ça peut paraître idiot, mais je vous jure, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Il y a des personnes qui n'ont pas ressorti leur passeport depuis des mois, voire des années, et qui ont réservé leur billet d'avion et qui, après coup, se sont rendus compte que leur passeport n'était plus valide. Donc, clairement, je veux vous éviter ça. Chérie, je nous ai fait une petite surprise. Je nous ai réservé nos billets d'avion pour le Japon. Mais tu es au courant que nos passeports ne sont plus valides ? Merde! Et pour finir avec le passeport, faites des copies. Faites une copie papier que vous gardez sur vous et aussi une copie que vous gardez sur votre téléphone. Ça peut clairement vous sauver. Surtout si par malchance, vous oubliez votre passeport à l'hôtel et comme par hasard, ce jour-là, vous rencontrez la police japonaise, ça peut clairement limiter les dégâts. Avant d'aborder le prochain point, je voulais quand même faire un petit point rapide sur les billets d'avion. Alors, de mon côté, pour ce voyage, j'ai fait comme la dernière fois. Je suis passé par la plateforme Skyscanner pour comparer les vols et à la différence de la dernière fois, cette fois, j'ai pris un vol direct avec la compagnie ANA. J'avais comparé un peu les prix et j'ai pris mes billets 3 mois à l'avance. Je les ai pris courant novembre et je pars début février. Lors de mon premier voyage au Japon, j'étais passé par la compagnie Eva Air, mais c'était un vol avec escale. J'avais fait une escale à Taïwan. Franchement, le vol avait été bon, la nourriture pareil. Donc c'est une compagnie que je peux recommander. Mais cette fois, j'avais envie d'arriver beaucoup plus vite et surtout moins fatigué. Et clairement, le vol direct, ça change tout. C'est sûr que les vols directs sont beaucoup plus chers que les vols avec escale, mais clairement, j'avais envie d'arriver moins fatigué et surtout de gagner du temps pour mon voyage. Pour les vols directs vers le Japon, il n'y a que 3 compagnies qui proposent ces vols. Air France, ANA et Japan Airlines. Pour les autres, ça sera que des vols avec escale. Et dernière petite précision, si vous arrivez à Tokyo, il y aura 2 aéroports disponibles. L'aéroport de Haneda, qui est à 30 minutes du centre de Tokyo, et l'aéroport de Narita, qui est à 1 heure, voire 1 heure et demie du centre de Tokyo. Donc si vous pouvez, privilégier Haneda, vous arriverez beaucoup plus vite. Et surtout, avec la fatigue du vol, je vous jure, c'est pas négligeable. Je ne rentre pas plus dans les détails, tout est déjà expliqué sur mon guide de voyage. Ensuite, parlons de l'assurance voyage. Prenez une assurance qui couvre au minimum l'hospitalisation et le rapatriement. Les prix vont varier selon votre âge et la durée de votre séjour.
Mais pour une durée de 2 à 3 semaines au Japon, les prix sont quand même raisonnables. Ce qui est surtout important et qu'il faut que vous regardiez attentivement, ce sont les plafonds d'indemnisation. Regardez bien ce qui est couvert pour l'hospitalisation, les soins et pour le rapatriement. C'est ultra important. Pensez aussi à vérifier si l'annulation est comprise ou non. Surtout si vous avez réservé vos logements et vos billets d'avion longtemps en avance. Et en ce qui concerne les assurances, il en existe plusieurs connues. Chapka, Allianz Travel, j'en ai pas une à vous recommander plus qu'une autre. Vérifiez bien les conditions et prenez celle qui vous correspondra le mieux. Autre point important, je sais que les cartes bancaires comme les Visa Premier ou les Gold couvrent déjà certaines parties de ces frais. Donc, avant de souscrire à une assurance, pensez à vérifier les offres qui sont incluses dans votre carte. Si votre carte couvre déjà pas mal de choses, prenez juste une assurance pour couvrir ce qu'il vous manque. Mais par contre, si votre carte ne couvre rien du tout, là il faudra que vous preniez une assurance directement. Et dernière petite précision, les cartes comme Revolut ou N26 peuvent déjà inclure une assurance voyage directement sur la carte. Mais vérifiez bien les conditions car c'est souvent sur les offres payantes. Et justement, puisqu'on parle des cartes, on arrive sur un point super important. Les cartes bancaires. Premier conseil très simple, si vous avez une carte bancaire, pensez juste à vérifier si vos retraits et vos paiements à l'étranger sont activés. Selon les banques, ce n'est pas toujours automatique. Pour ma part, j'ai dû contacter ma banque pour qu'elle m'active les retraits et les paiements à l'étranger. Donc, prenez juste 2 minutes, soit pour appeler votre banquier, soit vous regardez directement sur l'application de votre banque et vous verrez si c'est activé ou non. Ensuite, et ça je vous le conseille vraiment, essayez d'avoir une carte supplémentaire en plus de votre carte principale. C'est hyper important, surtout pour un voyage comme le Japon. Perso, lors de mon premier voyage, j'étais passé chez N26 et là pour ce voyage, je suis passé chez Revolut. J'ai créé un compte et je me suis commandé une carte physique en plus de la carte virtuelle qu'ils proposaient. Déjà, avec ce genre de carte, vous pouvez convertir vos euros en yens. Et vu le taux du yen actuel, nous, avec nos euros, on est clairement avantagés. Et en plus, avec l'application qui est très bien foutue, vous pourrez gérer votre budget en temps réel. Et en plus, les retraits à l'étranger sont souvent plus avantageux que dans les banques classiques. Donc voilà pourquoi avoir 2 cartes quand on voyage, c'est une vraie sécurité. Et en plus, vous voyagez plus serein. Et dernier point important concernant les paiements au Japon, il faut savoir que la carte bancaire est de plus en plus utilisée. Vous pourrez l'utiliser dans les combini, dans les restaurants, dans les hôtels. Mais attention, il faut quand même penser à avoir toujours du cash sur vous, car certains izakaya, les temples et même des petits restaurants locaux ne prendront que du cash. Donc pensez toujours avoir du liquide sur vous. Pour les cartes bancaires, on est bon. Maintenant, il vous faut bien Internet, non? Donc, passons au forfait téléphonique. Pour ça, vous avez plusieurs options. Mais honnêtement, pour moi, maintenant, il n'y en a qu'une qui est clairement efficace quand on voyage au Japon. Dans mon guide, j'expliquais qu'il existe 3 solutions possibles pour avoir Internet au Japon. La première, ce sont les cartes SIM physiques que vous pourrez acheter directement à votre arrivée à l'aéroport ou dans certains magasins électroniques. La deuxième, ce sont les Pocket Wi-Fi. Ce sont ces petites boxes portables que vous devez garder sur vous toute la journée. Et la troisième, ce sont les eSIM. Je vais juste vous les récapituler et vous les expliquer une par une. Commençons par les Pocket Wi-Fi. Et clairement, ce n'est pas une option que je vous recommande. Pourquoi? Parce que déjà, il faut toujours avoir la box sur vous. Il faut penser à la recharger et surtout, il ne faut pas l'oublier à l'hôtel. Ça peut être pratique si vous voyagez en groupe, mais dès qu'une personne va s'éloigner, elle n'aura plus Internet. Et en plus de ça, j'ai eu beaucoup de retours comme quoi la connexion était instable. Donc en bref, pour moi, c'est vraiment pas la meilleure solution. Ensuite, il y a les cartes SIM physiques. Alors oui, ça peut être une bonne idée, mais il y a quelque chose d'important à savoir. Au Japon, vous allez utiliser votre téléphone H24 entre Google Maps, Google Traduction, les photos que vous allez prendre, les petites stories sur Instagram. Donc, comme votre téléphone va devenir votre meilleur ami, il vous faudra un vrai forfait illimité. Ce que je veux dire par là, c'est que les forfaits avec data limitée, je ne les recommande pas du tout. Parce que très vite, si vous prenez un forfait avec data limitée, vous allez vouloir tout le temps surveiller votre consommation. Mince, est-ce qu'il me reste encore des gigas pour utiliser Google Maps? Si je poste une story, mince, je vais consommer encore des données. Non, là vous n'êtes plus du tout dans un voyage tranquille, vous vous rajoutez du stress inutilement. Et même les forfaits avec data illimitée, dans les cartes SIM, souvent c'est du faux illimité. Souvent, la connexion devient vite instable et en fait, la consommation va ralentir plus vous allez utiliser de données. Donc en clair, ce ne sont pas des forfaits avec un vrai illimité. Donc, vous me voyez venir, pour moi, la meilleure option, c'est clairement les forfaits illimités avec une eSIM. Son principe est très simple. Vous achetez votre eSIM avant de partir,
vous l'installez tranquillement chez vous et une fois que vous arrivez au Japon, avec un simple QR code, vous l'activez et bam, c'est réglé. Vous n'avez pas besoin de changer de carte SIM, pas besoin de chercher un comptoir à l'aéroport, vous avez Internet dès votre arrivée au Japon. Et là, je vous parle d'une vraie connexion illimitée. Pour mon voyage de 3 semaines, je suis passé par Holafly. Alors, pourquoi Holafly et pas une autre? Parce que ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils font des forfaits sur mesure. Je pars 21 jours, je paie pour 21 jours. Et ça, c'est génial. Car il y a aussi Ubigi qui propose des forfaits intéressants, mais souvent, ce sont sur des durées fixes, comme 15 jours ou 1 mois. Et perso, je trouve ça moins pratique. Alors qu'avec Holafly, vous choisissez vos dates et vous payez pour la durée précise de votre voyage et c'est réglé. C'est pour ça que l'eSIM est selon moi l'option la plus confortable et l'option que je recommande le plus pour voyager au Japon. Et juste, avant de passer à la suite, j'aimerais aborder un dernier point concernant la santé. Déjà, bonne nouvelle, le Japon ne demande aucun vaccin obligatoire pour voyager dans son pays. En revanche, si vous suivez un traitement médical, surtout un traitement régulier ou un peu spécifique, pensez simplement à prendre quelques précautions. L'idéal, c'est de voyager avec votre ordonnance et de bien garder vos médicaments dans leur boîte d'origine avec la notice. Pour les traitements basiques, il n'y aura généralement pas de problème. Mais comme on ne sait jamais, notamment en cas de contrôle à la douane, ça peut vous éviter quelques surprises. Voilà, pour toutes les démarches à faire avant de partir, je pense qu'on est bon. Maintenant, on passe à une étape super importante et qui va clairement vous faire gagner du temps lors de votre arrivée au Japon, le Visit Japan Web. Alors déjà, qu'est-ce que le Visit Japan Web? Le Visit Japan Web est une plateforme en ligne qui a été mise en place depuis 2022. En fait, c'est tout simplement un site sur lequel vous allez renseigner à l'avance toutes les infos dont les autorités japonaises ont besoin lors de votre arrivée. Comme par exemple vos infos personnelles, votre vol, votre hébergement et toutes les informations liées à l'immigration et à la douane. Et une fois que vous aurez tout rempli, vous recevrez un QR code. Et c'est ce QR code que vous devrez présenter lors de votre arrivée au Japon. Ce qui veut dire moins d'attente, moins de paperasse à remplir. Et ça, c'est génial. Honnêtement, ça va vous prendre une quinzaine de minutes à remplir tranquillement chez vous. Mais par contre, ça va vous faire gagner 1 heure facile lors de votre arrivée. Donc, pour tout récapituler, vous enregistrez vos infos sur le Visit Japan Web. Ensuite, vous recevez un QR code. Dès votre arrivée au Japon, vous présentez ce QR code aux bornes Integrate Kiosk. Vous scannez votre passeport, vous continuez à suivre la procédure et là, immigration et douane, bam, c'est réglé. Donc vraiment, je vous recommande de faire le Visit Japan Web avant votre départ. Vous allez gagner un temps fou et je vous jure, vous me remercierez. Et maintenant que vous savez comment entrer au Japon, on passe à ce qu'il faut mettre impérativement dans votre sac. Première chose, pensez à prendre une ou plusieurs batteries externes. C'est hyper important. Car comme je le disais juste avant, au Japon, vous allez utiliser votre téléphone H24. Donc, une bonne batterie externe, c'est indispensable. Et d'ailleurs, je reviendrai sur les batteries externes dans la partie sur les nouvelles mesures en 2026, car il y a quelque chose qui les concerne. Ensuite, pensez à prendre des adaptateurs de type A. Je pense que vous le savez déjà, mais les prises japonaises ne sont pas du tout comme celles en France. Si possible, prenez-en plusieurs et surtout des modèles avec plusieurs ports, donc des multiprises. Car clairement, avec toutes les choses électriques maintenant qu'on a sur nous, ça sera plus pratique. Autre chose hyper importante que vous devez toujours avoir sur vous, j'en ai déjà parlé en début de vidéo, votre passeport. Ayez bien votre passeport sur vous, une copie papier et une copie sur votre téléphone. Et là, on arrive sur un gros conseil que j'ai pas beaucoup vu dans beaucoup de guides. Prenez de bonnes chaussures de marche, style des running. Car pendant votre voyage, vous allez marcher énormément, entre 20 à 25 000 pas par jour, facile. Donc, si vous avez des chaussures neuves ou qui ne sont pas adaptées, ça peut clairement vous niquer votre voyage. Et franchement, je pèse mes mots. Et petit tips en plus, la petite cerise sur le gâteau, pensez également à acheter des chaussettes de randonnée. Elles sont légèrement rembourrées et clairement, ça change la vie. Pour ce qui concerne la santé, pensez à prendre une petite trousse basique où vous pourrez mettre des Doliprane, des pansements, plein de petits médicaments basiques qui vous seront utiles au Japon. Et bien sûr, vos médicaments avec l'ordonnance, comme on en a déjà parlé juste avant. Et dernier point, ce n'est pas quelque chose à mettre dans votre sac, mais plutôt sur votre téléphone. Pensez à bien installer ces applications, telles que Google Maps, pour que vous puissiez vous repérer partout dans le Japon. Google Traduction, ça va vous être super pratique pour traduire quelque chose ou même pour parler avec quelqu'un. Google Lens, ça va vous être utile pour traduire les menus dans les restaurants. Line, si jamais vous rencontrez des Japonais, tous les Japonais utilisent Line, c'est comme Messenger chez eux. Et pour finir, installez l'application NHK World Japan. C'est une application qui vous avertira lors d'un séisme ou d'un tremblement de terre. Je sais, c'est pas très gai,
Mais bon, il faut y penser. Toutes ces applications que je vous ai citées vous seront indispensables lors de votre voyage au Japon. Voilà, je pense qu'on est bon pour les choses à mettre impérativement dans votre sac. On va maintenant passer aux nouvelles mesures qui vont entrer en vigueur au Japon en 2026. Donc si vous voyagez cette année, ça va vraiment vous intéresser. Premier point, la fin du duty free tel qu'on le connaissait. À partir du 1er novembre 2026, vous ne pourrez plus acheter en tax free directement au magasin comme avant. Jusqu'à maintenant, quand on présentait notre passeport à la caisse, la TVA qui est de 10% au Japon était directement déduite. Eh bien ça va être terminé. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, on devra payer la TVA directement au magasin. Et ça, tout de suite au moment de l'achat. Donc pensez bien à conserver tous vos reçus pour que vous puissiez vous faire rembourser via les bornes de détaxe à l'aéroport. Deuxième point, les taxes d'hébergement. À partir de mars 2026, Kyoto, uniquement pour le moment, va mettre en place une augmentation sur sa taxe d'hébergement par nuit. Pour les logements classiques, on reste sur quelques centaines de yens par nuit, mais en revanche, pour les hébergements plus haut de gamme, la taxe peut monter beaucoup plus haut, jusqu'à plusieurs milliers de yens par nuit. Pour l'instant, c'est uniquement Kyoto qui va tester cette mesure. L'idée, c'est de voir si ça fonctionne bien pour gérer le surtourisme et financer les infrastructures. Et clairement, si le Japon voit que ça marche, ce n'est pas impossible qu'il teste ça sur d'autres villes. Gardez juste ça en tête quand vous comparez vos logements à Kyoto. Troisième point, les batteries externes. Depuis juillet 2025, toutes les compagnies japonaises comme ANA, Japan Airlines, Peach exigent que les batteries externes ne soient plus stockées dans les compartiments bagages au-dessus des sièges. Elles doivent rester sur vous ou dans votre sac personnel placé à vos pieds et surtout respecter une limite de puissance. Pourquoi ce changement? Tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs incidents avec des batteries externes qui étaient laissées sans surveillance et qui ont pris feu. Et donc le Japon veut clairement éviter ce genre de problème. Ce qu'il faut surtout que vous reteniez, ce sont les capacités de puissance des batteries externes qu'il faut respecter. Pour une batterie de moins de 100 Wh, vous n'aurez aucun souci. Vous pourrez la garder sur vous. Entre 100 à 160 Wh, vous avez droit à un maximum de 2 batteries par personne. Et au-dessus de 160 Wh, là clairement, c'est strictement interdit. Même sur vous, vous allez vous la faire confisquer directement à l'aéroport. Donc vérifiez bien que la capacité de vos batteries externes ne dépasse pas ces limites. Car ce serait dommage de vous les faire confisquer, d'autant plus que juste avant, je vous ai dit que les batteries externes étaient super importants pour un voyage au Japon. Donc ça serait bien dommage. Quatrième point, la taxe de départ. Actuellement, quand on quitte le Japon, on paie tous une taxe de 1000 yens, soit environ 5 à 6 euros au taux actuel. Cette taxe, elle existe depuis 2019 et elle est toujours incluse dans le prix de votre billet d'avion. C'est pour ça que la plupart du temps, on ne la remarque même pas. Mais à partir de cette année, en 2026, le gouvernement japonais envisage de l'augmenter. Pourquoi? Parce que dans beaucoup d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, eh bien cette taxe, elle est bien plus élevée, alors que le Japon est resté au même tarif depuis 2019. Les montants évoqués tournent autour de 3000 à 6000 yens, soit environ 20 à 40 euros. Mais le Japon ne s'est pas encore décidé. Et pour finir sur une note un peu plus sympa, petit bonus, je vous dis ce qui vous attend au Japon en 2026. Les ouvertures et les événements qui vous attendent si vous voyagez cette année. Pour commencer, le musée Edo Tokyo rouvre enfin ses portes au printemps 2026. Le musée était fermé depuis 2022 pour cause de travaux. Et là, ça y est, il rouvre enfin et le bâtiment a été entièrement rénové. Si vous êtes passionné par l'histoire japonaise et tout particulièrement sur les Pokédo, c'est un musée que je vous recommande de faire. Ensuite, l'ouverture du Poképark Kanto qui est prévue pour le 5 février 2026. Ce parc sera situé à Yomiuriland, qui est un parc d'attractions qui se trouve dans le sud-ouest de Tokyo. Et là, c'est une énorme nouveauté. Ce sera le tout premier parc Pokémon permanent au monde. Le parc sera composé de 2 grandes zones. Une Pokémon Forest où vous pourrez vous balader au milieu de plus de 600 Pokémon de taille réelle disséminés un peu partout dans le parc. Et une deuxième zone appelée Sage Town où il y aura des boutiques, un Pokémon Center, des parades et des shows qui sont prévus. Donc si vous êtes un fan de Pokémon, mettez clairement ça sur votre liste. Et dépêchez-vous car je pense que les places vont être prises d'assaut. Et enfin, un dernier événement à connaître, les Jeux Asiatiques de 2026 qui vont se dérouler à Nagoya du 19 septembre au 4 octobre 2026. Ça va attirer énormément de monde dans la région, donc si vous prévoyez de venir au Japon pendant cette période, réservez bien vos vols et vos hébergements largement en avance. Voilà pour les nouvelles mesures à connaître pour cette année. Avec tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, je pense que vous êtes fin prêt pour préparer votre voyage au Japon. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, laissez-les dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si la vidéo vous a aidé, ce qui j'espère est le cas, n'hésitez pas à puncher le pouce bleu,
à la partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour la prochaine vidéo, eh bien, on se retrouve au Japon. Et ça me fait vraiment plaisir de vous le dire. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Mika Théo, Janet.